Je me souviens parfaitement de la manière dont la sauce aux érelles a glissé sur le plat en porcelaine, lentement, avec cette brillance presque élégante, comme si elle cherchait à s'échapper de la table. C'est étrange ce que le cerveau choisit de retenir quand quelque chose de bien plus important est en train de se fissurer sous la surface. C'était fin novembre, à Versailles, un froid humide qui s'infiltrait jusque dans les os. La maison des parents de mon mari sentait la dinde rôtie, le thym, le beurre chaud et autre chose que je n'arrivais plus à nommer. Peut-être la distance. Peut-être cette prise de conscience silencieuse que la place que je croyais avoir dans cette famille n'avait jamais vraiment été la mienne. Cela faisait 3 ans que j'étais mariée à Antoine. Pendant presque toute notre relation, nous avions vécu chez ses parents dans ce que tout le monde appelait une solution temporaire. Mais le temporaire a une drôle de façon de durer quand il arrange les gens qui en profitent. Après l'échec de son projet de start-up et avec les loyers devenus impossibles à Paris, sa mère nous avait proposé d'occuper le studio aménagé au sous-sol de leur maison, 2 pièces, une petite salle d'eau et une kitchenette dont le frigo faisait plus de bruit qu'il ne refroidissait. J'avais accepté parce que c'est ce qu'on fait quand on essaie de construire une vie avec quelqu'un. On s'adapte. On plie un peu. On croit que les sacrifices mèneront à quelque chose de meilleur. Je payais discrètement plus de la moitié de nos dépenses grâce à mon poste stable dans une compagnie d'assurance à la défense. Antoine, lui, avait toujours des idées. Une nouvelle application, un projet de consulting, un ami qui avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Et moi, je le soutenais à chaque fois, pas aveuglément, mais avec l'optimisme prudent de quelqu'un qui croit que l'effort mérite de la patience. Ses parents voyaient les choses autrement. Pour eux, j'étais sérieuse, organisée, utile même mais temporaire. Son ex-femme, Claire, en revanche, faisait partie de la vraie histoire. Une histoire enracinée depuis trop longtemps pour être déracinée. Ils avaient divorcé 5 ans avant ma rencontre avec Antoine et partageaient un fils, Lucas, 9 ans à l'époque. Un enfant calme, observateur, avec ce regard qui comprend plus de choses qu'on ne le croit. Claire vivait à Saint-Germain-en-Laye. Et honnêtement, elle n'était pas une mauvaise personne. Nous n'étions pas ennemis. Pas vraiment. Nous étions simplement 2 femmes gravitant autour du même centre de gravité, évitant soigneusement la collision sans jamais être totalement à l'aise dans la même pièce. Jusqu'à ce soir-là. Antoine, dit sa mère en posant un plat sur la table avec un peu trop de force, tu lui as dit. Je me souviens avoir levé les yeux, ma fourchette suspendue à mi-chemin. Ils ont échangé un regard rapide, parfaitement rodé, déjà terminé avant même que je puisse le déchiffrer. Antoine s'est raclé la gorge, ce qu'il faisait toujours avant d'essayer d'adoucir quelque chose de désagréable. J'ai invité Claire pour le réveillon de Noël, dit-il avec une désinvolture presque choquante, comme s'il parlait de la météo. Pour Lucas, c'est plus simple. L'atmosphère de la pièce a changé immédiatement. Pas physiquement. Mais de cette manière subtile où l'air devient soudain plus lourd. J'ai attendu quelques secondes, persuadé qu'une explication allait suivre. Quelque chose qui reconnaîtrait que cette décision concernait aussi ma vie. Que cette maison était un peu la mienne, même si elle appartenait officiellement à ses parents. Rien n'est venu. Sa mère a esquissé ce petit sourire satisfait qu'elle ne prenait même plus la peine de cacher. C'est la bonne chose à faire, ajouta-t-elle. Un enfant mérite de voir ses 2 parents ensemble à Noël. J'ai reposé ma fourchette très soigneusement, l'alignant parfaitement avec le bord de l'assiette parce que contrôler ce minuscule détail me semblait soudain essentiel. Vous auriez pu m'en parler avant, ai-je dit d'une voix étonnamment calme. Antoine a haussé les épaules. Pas agressivement. Pas sincèrement désolé non plus. On t'en parle maintenant. Puis il a ajouté, ce n'est pas si grave. Pas si grave. J'ai regardé autour de la table. Son père mangeait en silence comme toujours. Sa mère semblait parfaitement certaine d'elle. Antoine était déjà détendu, comme si le problème était réglé. Et puis il y avait moi, réalisant soudain que j'étais la seule personne à ne pas avoir participé à une décision qui concernait pourtant directement ma place dans cette famille. Claire fait partie de cette famille depuis plus longtemps que toi, déclara sa mère avec ce ton factuel qui était parfois pire que la méchanceté ouverte. Mon petit-fils mérite d'avoir son père et sa mère dans la même pièce pour une soirée.
Antoine acquiesça presque automatiquement. C'est juste Noël, dit-il. Ne transforme pas ça en quelque chose que ce n'est pas. Mais c'était déjà quelque chose. Je l'ai regardé vraiment cette fois, essayant de retrouver l'homme que j'avais épousé derrière cette assurance tranquille. Celui qui me demandait autrefois mon avis avant de prendre des décisions importantes. Il était toujours là techniquement, mais noyé sous autre chose, une loyauté silencieuse envers les gens qu'il avait connus avant moi, qui définissait la famille d'une façon où je n'étais jamais complètement incluse. Je ne transforme rien du tout, ai-je répondu. Et en prononçant ces mots, j'ai compris qu'ils étaient vrais. Je ne criais pas. Je ne protestais pas. Je constatais simplement la réalité. Claire est arrivée 1 heure plus tard, pile à l'heure, vêtue d'un pull gris clair et d'un jean simple. Ses cheveux attachés en queue de cheval lui donnaient un air plus jeune que dans mes souvenirs. Lucas a couru jusqu'à la porte avant tout le monde. Son enthousiasme était sincère, innocent. Il a serré sa mère dans ses bras, puis son père, puis il a regardé autour de lui comme pour vérifier que tout le monde était exactement à sa place. « Bonsoir, dit Claire en me regardant avec prudence. « Joyeux Noël. »« Joyeux Noël, ai-je répondu avec la même politesse mesurée. Nous avons continué la soirée comme si tout était normal. Les plats circulaient. On parlait de l'école, du travail, des embouteillages sur la 13. Tout semblait parfaitement ordinaire en surface. Mais quelque chose était désaxé sous cette façade. Antoine et Claire parlaient facilement. Pas de manière romantique, non. Mais avec cette familiarité ancienne qui n'a pas besoin d'être reconstruite. Ils riaient aux mêmes anecdotes, échangeaient des regards pendant que Lucas racontait ses histoires. Et chaque fois, quelque chose en moi se déplaçait un peu plus. Pas brutalement. Lentement. Comme une fondation qui s'affaisse sans faire de bruit. Sa mère les observait avec une satisfaction discrète qu'elle ne cherchait même plus à masquer. À un moment, alors que je remplissais des verres dans la cuisine, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre noire. Mon visage était calme. Mes épaules droites. Mes yeux parfaitement clairs. Et je me suis demandé, pas pour la première fois, comment on pouvait être physiquement présente dans une pièce tout en y étant complètement inutile. « Tu es silencieuse ce soir, dit Antoine plus tard, appuyé contre l'encadrement de la porte avec un verre de vin à la main. J'écoute, ai-je répondu. Il m'a observé un instant puis a haussé les épaules encore une fois. Ce geste qui mettait fin aux conversations avant même qu'elles ne commencent. Tu réfléchis trop, dit-il. C'est juste pour Lucas. J'ai hoché la tête parce qu'il ne servait à rien de débattre contre une version des choses que tout le monde autour de la table avait déjà acceptée. J'ai terminé ce que je faisais, essuyé mes mains sur un torchon puis je l'ai plié soigneusement sur le plan de travail. Je vais sortir un moment, ai-je dit. Antoine fronça légèrement les sourcils. Maintenant? On va servir la bûche. Je ne serai pas longue. Personne ne m'a retenu quand j'ai pris mon manteau. Personne ne m'a demandé où j'allais. Claire aidait Lucas avec son dessert. Sa mère disposait les assiettes. Son père préparait le café. Et Antoine se tournait déjà vers la salle à manger comme si mon absence était temporaire, sans importance, facilement remplaçable. Le froid m'a frappé dès que j'ai mis le pied dehors. Un froid propre, honnête. J'ai inspiré profondément. La rue silencieuse, les lumières des maisons, le bruit lointain des voitures, tout semblait plus réel dehors qu'à l'intérieur. Je me suis installée dans ma voiture sans démarrer tout de suite. Les mains posées sur le volant. Immobile. Parce que ce geste n'était ni impulsif ni émotionnel comme il l'imaginerait plus tard. Cela faisait des mois que quelque chose se construisait, les décisions prises sans moi, les petites mises à l'écart, les détails ignorés. Ce soir-là n'était que le moment où l'ensemble était devenu impossible à nier. J'ai démarré le moteur. 30 minutes plus tard, alors que la maison devait résonner de rires et de couverts, la sonnette a retenti. Et quand Antoine a ouvert la porte, pensant probablement voir un voisin ou une livraison oubliée, son visage est devenu livide. Plus tard, il me dira que la première chose qu'il a remarquée n'était pas le visage de l'homme devant lui mais le dossier qu'il tenait à la main, épais, parfaitement organisé, rempli d'onglets.
Le genre de dossier qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Monsieur Morel, demanda l'homme d'un ton neutre. Antoine acquiesça avec prudence. Oui. L'homme consulta son clipboard puis lui tendit les documents. Vous avez été officiellement notifié. Derrière Antoine, la maison continuait à vivre comme si rien n'avait changé. Les couverts tintaient encore. Lucas riait dans le salon. Pendant une seconde, Antoine resta immobile, incapable de comprendre les mots. Notifié, répéta-t-il. Demande de divorce, précisa calmement l'homme. Vous trouverez tous les détails à l'intérieur. Vous avez 30 jours pour répondre. Antoine prit le dossier presque automatiquement. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, monsieur. Bonne soirée. Puis la porte se referma doucement. Antoine resta figé quelques secondes, regardant les papiers comme s'ils allaient disparaître. Puis il retourna lentement dans la salle à manger. Qui était à la porte, demanda sa mère. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il posa finalement le dossier sur la table. Claire fut la première à comprendre que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours été observatrice. Qu'est-ce qu'il y a, demanda-t-elle doucement. Antoine regarda les papiers avant de répondre, c'est de sa part. Sa mère fronça les sourcils. De qui? De ma femme. Le mot sembla lui coûter cette fois. Le silence qui suivit fut immédiat. Même Lucas s'arrêta de manger. Antoine ouvrit le dossier et commença à parcourir les pages. Langage juridique précis. Répartition des biens. Divulgation financière. Dissolution du mariage. Tout était clair, organisé, réfléchi depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda sa mère avec indignation. Antoine continuait à lire. Et à mesure qu'il avançait, son visage changeait. D'abord l'incompréhension. Puis l'incrédulité. Puis quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la lucidité. Elle a déposé la demande la semaine dernière, dit-il finalement. Tout est déjà lancé. La semaine dernière, répéta sa mère. Et tu ne savais rien? Non, répondit-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Claire demanda calmement, qu'est-ce qu'elle demande exactement? Antoine feuilleta les pages. Une divulgation complète des comptes, investissements, dettes, c'est standard, répondit Claire doucement. Antoine acquiesça sans quitter les documents des yeux. Oui, mais elle a déjà séparé certains comptes. Elle a transféré ses économies. Fermé le compte joint. Sa mère eut un rire incrédule. Quel compte? Vous n'avez presque rien. Antoine ne répondit pas immédiatement. Elle avait des placements personnels, murmura-t-il finalement. Et je ne savais même pas. Sa mère sembla réellement choquée. Depuis quand a-t-elle des finances séparées? Vous êtes mariés. Antoine leva enfin les yeux vers elle. Et pour la première fois ce soir-là, quelque chose ressemblant à du doute traversa son regard. C'est elle qui gérait tout, dit-il lentement. Le loyer, les assurances, les factures, je lui faisais confiance. Claire se recula légèrement sur sa chaise. Alors elle sait exactement où se trouve chaque euro, dit-elle calmement. Et elle s'est organisée avant de partir. Le poids de cette phrase s'abattit sur la pièce entière. Elle préparait ça depuis longtemps, murmura Antoine. Sa mère secoua la tête avec irritation. Tout ça pour un dîner de Noël? C'est ridicule. Mais Antoine ne semblait plus aussi certain. Il continuait à lire les documents plus lentement maintenant. Plus attentivement. Elle ne demande rien à tes parents, dit-il finalement. Tout est entre elle et moi. Très bien, répondit immédiatement sa mère. Alors tu vas lui parler et elle retirera cette absurdité. Antoine ne répondit pas. Il regardait ma signature au bas de la dernière page. Stable. Claire. Datée de la semaine précédente. Pendant qu'il préparait son repas de Noël parfait avec son ex-femme, j'avais déjà commencé à quitter ce mariage légalement. Elle ne m'a même rien dit, murmura-t-il. Claire le regarda un instant avant de répondre doucement, peut-être qu'elle avait l'impression que tu ne l'écouterais pas.
Sa mère soupira avec mépris. Oh, arrête. Elle dramatise. Tu invites ton ex-femme pour ton fils et soudain elle demande le divorce? Antoine referma le dossier lentement. Ce n'est pas seulement ce soir, dit-il d'une voix plus basse. Sa mère lui lança un regard sec. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il lui manquait exactement? Un toit. Une famille qui l'accueille? Antoine ouvrit la bouche puis la referma. Parce qu'il comprenait enfin que la réponse était plus compliquée que ce qu'il avait toujours voulu croire. Claire se leva discrètement pour débarrasser la table. Lucas mangeait silencieusement. Tu vas l'appeler, demanda-t-elle. Antoine prit son téléphone. Aucun message de ma part. Aucun appel manqué. Rien. Et c'est précisément cela qui l'inquiéta le plus. Il appela quand même. Une fois. 2 fois. Messagerie vocale. Elle ne répond pas, dit-il finalement. Sa mère fit un geste agacé de la main. Laisse-la se calmer. Elle reviendra quand elle réalisera qu'elle fait une erreur. Mais Antoine n'en était plus sûr du tout. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il commençait à comprendre quelque chose d'essentiel, je n'avais pas réagi. Je n'avais pas crié. Je n'avais même pas essayé de me battre. J'avais simplement agi. Et cela changeait tout. Je n'ai répondu ni ce soir-là ni le lendemain. Pas par vengeance. Pas pour le punir. Mais parce que dans notre mariage, les mots avaient toujours été faciles à minimiser, à reformuler, à ignorer. Les actes, eux, ne négocient pas. Je me suis installée dans une résidence hôtelière à Courbevoie, avec une kitchenette et suffisamment de calme pour réfléchir. J'ai déballé mon ordinateur, ouvert le dossier que je préparais depuis des semaines, relevé bancaire, contrat d'assurance, déclaration fiscale, les traces silencieuses d'une vie que j'avais maintenue pendant que tout le monde supposait qu'elle fonctionnait toute seule. C'est étrange de réaliser à quel point vos efforts étaient invisibles jusqu'au moment où vous cessez de les fournir. Les lumières continuent de s'allumer quelques jours. Les prélèvements passent encore un temps. Puis le système commence lentement à montrer ses failles. Je n'avais rien caché. J'avais simplement organisé ma sortie. Le lundi matin, je suis allée travailler comme d'habitude dans mon bureau à La Défense. Ma collègue Sophie a immédiatement vu le changement sur mon visage. Elle a simplement posé un café sur mon bureau et dit « Tu as l'air d'avoir pris une décision. » C'est le cas. Elle a hoché la tête. Alors quoi qu'il arrive maintenant, tu le géreras. Et elle avait raison. Les messages d'Antoine se sont multipliés au fil de la journée. D'abord la confusion. Puis l'inquiétude. Puis l'urgence. Il voulait savoir où j'étais, pourquoi je n'avais rien dit, ce qui se passait réellement. Le soir, je lui ai répondu une seule phrase, « Nous pouvons communiquer par l'intermédiaire de nos avocats pour le moment. » Ce n'était ni cruel ni dramatique. Juste approprié. Chez ses parents, le silence avait changé de nature. Antoine relisait les documents encore et encore. Il avait déjà consulté 2 avocats. Les 2 lui avaient dit exactement la même chose, elle est préparée. Sa mère semblait offensée par cette idée. Préparée à quoi? C'est une employée dans les assurances. Antoine la corrigea machinalement, elle gère des comptes entreprises. Des contrats à plusieurs millions. Sa mère balaya cela d'un geste de la main. Ce n'est que de la paperasse. Antoine ne répondit pas cette fois. Son 2e avocat avait été plus direct. Elle a sécurisé ses finances avant de déposer la demande. Cela ne signifie pas que vous êtes en danger, mais cela signifie que vous avez déjà un train de retard. Un train de retard. Antoine restait assis à la table de la cuisine à essayer de comprendre notre mariage à travers les documents juridiques étalés devant lui. Le problème, c'est que la version de notre vie qu'il croyait connaître ne correspondait pas du tout à celle inscrite noir sur blanc. Elle a changé son compte de versement salarial le mois dernier, dit-il à sa mère. Comment aurait-elle pu faire ça sans que tu le remarques, demanda-t-elle. Antoine leva lentement les yeux. Parce que ce n'était jamais mon compte, répondit-il. J'utilisais simplement le sien. Même Claire,
resté un peu plus longtemps pour Lucas, le regardait désormais différemment. Tu devrais peut-être essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça avant de décider comment réagir, dit-elle calmement. Sa mère se tourna vers elle brusquement. Tu prends son parti maintenant? Non, répondit Claire. Mais les gens ne déposent pas une demande de divorce aussi organisée sur un coup de tête. Antoine passa une main sur son visage. Elle n'a rien dit, murmura-t-il encore. Claire le regarda avec douceur. Tu es sûr? Cette question le poursuivit. Parce qu'en repensant aux dernières semaines, il commença à revoir des détails oubliés, les conversations sur les dépenses qu'il balayait d'un geste, les moments où j'attendais qu'il remarque quelque chose sans jamais le faire. Elle a essayé, admit-il finalement. Je ne l'ai juste pas entendu. Une semaine après mon départ, rien d'explosif ne s'était produit. Et c'était précisément cela qui perturbait Antoine. Il attendait une dispute, une scène, quelque chose à gérer émotionnellement. À la place, il avait du silence et un lent effondrement pratique. Internet a été le premier problème. Puis l'électricité. Puis les prélèvements automatiques. Non pas coupés brutalement, mais réorganisés. Réattribués. Tout révélait la même chose, j'étais celle qui tenait l'ensemble du système. Sans moi, rien ne s'effondrait immédiatement. Mais tout commençait à hésiter. Son nouveau projet professionnel montra rapidement ses failles lui aussi. L'investisseur qui l'attendait se retira. L'ami qui devait l'aider cessa soudain de répondre. Ce n'était pas du sabotage. Juste la réalité qui le rattrapait enfin. Pendant ce temps, je continuais ma routine. Réunion. Travail. Dîner calme dans un espace à moi. 2 rendez-vous avec mon avocate. Des décisions prises méthodiquement. Je ne cherchais pas à tout prendre. Je traçais simplement une limite. 8 jours après mon départ, Antoine m'envoya enfin un message différent. Peut-on juste parler? Sans se disputer. Je l'ai relu plusieurs fois avant de répondre, 1 heure. Dans un lieu public. Nous nous sommes retrouvés dans un café à Rueil-Malmaison. Terrain neutre. Il était déjà installé quand je suis arrivée. Il avait l'air différent. Pas détruit. Plus lucide simplement. Merci d'être venu, dit-il. J'avais dit que je viendrais. Nous sommes restés silencieux quelques instants. Pas hostile. Juste prudent. J'ai lu tous les documents, dit-il finalement. Je sais. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu gérais. J'ai légèrement hoché la tête. Oui. J'aurais dû faire attention. Je ne me suis pas empressé de remplir le silence comme avant. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ajouta-t-il. Je sais. Alors pourquoi tu n'as rien dit, demanda-t-il enfin. Je soutins son regard calmement. Je l'ai fait, répondis-je. Tu n'as juste jamais entendu. Les mots n'étaient pas agressifs. Mais ils touchèrent juste. Il baissa les yeux vers sa tasse. Je croyais qu'on allait bien. Je croyais qu'on était partenaires. Nouveau silence. Le dîner de Noël, commença-t-il. Ce n'était pas le début, l'interrompis-je doucement. C'était juste le moment où tout est devenu impossible à ignorer. Tu crois vraiment que je ne te considérais pas comme ma famille, demanda-t-il rapidement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai simplement regardé. Et après quelques secondes, il détourna les yeux. Je ne voulais pas que ça ressemble à ça, murmura-t-il. Je sais, répondis-je. Mais c'est ce que ça donnait. Il acquiesça lentement. Qu'est-ce que tu veux maintenant, demanda-t-il enfin. Je veux une vie dans laquelle je ne suis pas une réflexion de dernière minute. Il resta silencieux avant de demander doucement, et nous? J'ai pris une inspiration. Parce que c'était la vraie question. Je ne pense pas qu'on puisse revenir à ce qu'on était. Il ferma brièvement les yeux comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. On pourrait construire autre chose, demanda-t-il. J'y ai réfléchi honnêtement. Peut-être. Mais pas maintenant. Il hocha lentement la tête. Puis il dit enfin, je suis désolé.
Et cette fois, il le pensait réellement. Pas pour mettre fin à la discussion. Pas pour réparer immédiatement. Juste parce qu'il comprenait enfin. Je l'ai cru. Cela ne signifiait pas que j'allais rester. Je sais, répondis-je. Le divorce n'a pas été spectaculaire. Il s'est déroulé comme la plupart des choses réelles, rendez-vous, documents, signatures, petites décisions successives. Les semaines sont devenues des mois. Et peu à peu, le choc a laissé place à quelque chose de plus calme. De la clarté. Antoine et moi avons gardé les échanges civils pour Lucas. Pas par façade. Par respect pour l'enfant qui observait tout. Ses parents ont mis plus de temps à changer. Au début, il y avait les critiques discrètes, les tentatives de me faire passer pour excessive. Puis quelque chose a évolué lentement. Un jour, sa mère m'a envoyé un mail pour une question d'assurance qu'Antoine ne savait pas gérer. Ce n'étaient pas des excuses. Mais c'était une reconnaissance implicite que je savais des choses qu'il ignorait. J'ai répondu poliment. Quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un simple « merci ». Pas une réconciliation. Mais quelque chose malgré tout. Claire, de son côté, a retrouvé naturellement sa place, celle de la mère de Lucas. Rien de plus. Rien de moins. Un après-midi, devant l'école de Lucas, elle m'a dit doucement « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Moi non plus. Je voulais juste un Noël normal pour lui. Je l'ai regardé un instant avant de répondre « Moi aussi. » Et cela suffisait. La procédure s'est terminée un mardi matin dans un cabinet discret. Répartition équitable. Comptes séparés. Signature finale. Pas de victoire. Pas de triomphe. Juste la reconnaissance qu'une chose s'était terminée pendant qu'une autre avait déjà commencé. Antoine et moi avons parlé une dernière fois devant le tribunal. Je crois que je comprends maintenant, dit-il. Pas tout. Mais suffisamment. C'est déjà plus qu'avant, répondis-je. Il a esquissé un petit sourire fatigué. Oui. Puis il ajouta, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'ai réfléchi une seconde avant de répondre, je l'ai déjà trouvé. Il hocha la tête. Et pour la première fois depuis notre rencontre, il ne chercha ni à discuter ni à retenir quoi que ce soit. Nous sommes partis chacun de notre côté sans colère. Juste avec de la compréhension. Aujourd'hui, j'habite une petite maison près de mon bureau. Rien d'extraordinaire. Mais tout y est à moi. J'ai choisi chaque meuble, chaque couleur, chaque détail. Et parfois, pendant les soirées calmes, je repense à ce dîner de Noël. Pas avec amertume. Avec lucidité. Ce n'était pas le pire moment de ma vie. C'était simplement le moment où tout est devenu impossible à nier. La vengeance n'a jamais consisté à faire souffrir qui que ce soit. Il s'agissait simplement de refuser de rester là où je n'étais pas réellement considéré. Tracer une ligne. La franchir calmement. Sans me retourner. Parce qu'au final, le respect ne vient ni de l'ancienneté, ni des habitudes, ni de la proximité. Il vient de la reconnaissance. Et quand quelqu'un est incapable de voir votre valeur, vous ne suppliez pas. Vous ne vous justifiez pas. Vous partez simplement.